Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste avec notre coach favori Loïc Lepoutre. Bonjour Loïc, bienvenue à nouveau sur le podcast. Bonjour à tous. Je suis ravi de te recevoir pour qu'on parle d'entraînement, de coaching dans la capsule Parole de coach. Et aujourd'hui, on va parler puissance, astuces pour optimiser sa puissance. Mais quand on parle de puissance, Loïc, la première chose qui me vient en tête, c'est la FTP. Alors, est-ce que puissance égale FTP ? Alors non, la puissance, comme on a pu le voir dans les différents épisodes, c'est un panel de données en fonction du temps. Pourtant, je les ai écoutés. Voilà. Je les ai écoutés, mais tu vois, j'avais envie de te poser cette question. Donc, vous avez différentes puissances en fonction de différents moments. La FTP est une puissance qui est caractérisée par un seuil. Donc, le mot seuil, je fais une séance au seuil. En fait, est-ce que tu es au seuil, effectivement, c'est une expression qui ne veut ressort rien souvent. dire, parce que des seuils, il y en a plein. Mais en fait, on parle du seuil lactique à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça ? Donc, la FTP, toi, tu pensais que la FTP, tu m'as dit... Pour moi, la FTP donnait une indication sur la puissance que tu développais. Sur une heure. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand tu me parles de FTP, comment tu détermines ta FTP ? Tu vas me dire si je dis vrai ou si je me trompe, mais c'est suite à un exercice qui dure 20 minutes, après un bon échauffement, et cet indicateur en watts, un exemple, moi voilà, ma FTP atteint 320 par exemple. Donc de ce que j'ai compris, ça veut dire que cette puissance-là, j'étais capable de la tenir pendant 1 heure dans un effort constant. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi la FTP, c'est une puissance, c'est un indicateur en puissance qui dans les faits, je serais capable de tenir 320 watts pendant 1 heure lors d'un effort, d'une sortie, d'une course. La FTP, c'est le seuil fonctionnel de puissance. C'est des mots qui paraissent compliqués, mais en fait qui sont simples. C'est le moment où le rendement énergétique est théoriquement optimal. Je vous avais expliqué que pour produire de l'énergie, on utilise de l'oxygène, des substrats énergétiques. Et à un moment donné, on va produire de l'acide lactique. Dans l'esprit des gens, on produit l'acide lactique quand on manque d'oxygène. Ou quand on est un petit peu dans le rouge, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu es au-delà de ce que ton corps est capable de produire, tu te laisses entraîner, tu suis une attaque ou tu te sens un peu euphorique. Sauf que tu en produis bien avant. Ok. Parce que les lactates, ce ne sont pas des déchets, ce sont des sources d'énergie. Et donc, vous avez votre usine interne, ou votre locomotive, vous allez mettre du carburant, bam, 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 et à un moment donné, vous avez peut-être tu sais, comme dans les moteurs diesel ou je sais pas quoi, là tu mets un adjuvant pour améliorer le rendement. Voilà. C'est un peu pareil. À un moment donné, votre corps va produire des lactates, et ces lactates vont être utilisés par les micro-usines de votre organisme, qu'on appelle les mitochondries, pour améliorer le rendement énergétique. Donc là, les mitochondries, soit elles sont capables d'être plus nombreuses et d'utiliser plus de lactate, soit elles utilisent le lactate de façon meilleure. Et donc, le seuil fonctionnel de puissance, ou FTP, correspond au moment où vous allez produire ces lactates. C'est ça, en fait. Donc, on extrapole le fait que ce soit 1 heure, parce que c'est souvent proche d'1 heure, mais des fois, c'est moins d'1 heure, des fois, c'est plus d'1 heure. Donc, ce qui veut dire que dans le chiffre que je t'ai donné, mon corps est censé produire des lactates au-delà de 320 watts. Dans le cas où moi, ma FTP est 320. C'est-à-dire que c'est à 320 watts, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où la lactactémie augmente. Ok. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas commencer à utiliser... À créer des déchets. C'est un peu... Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas parce que tu crées des lactates que tu crées des déchets. C'est différent. Je vais commencer à créer des lactates qui vont être mon carburant. Qui vont être utilisés pour rentrer dans le cycle de fabrication de l'énergie. Je vais comprendre. Exactement. Et ce FTP est souvent opposé à la puissance critique. Alors ça, c'est une notion. La puissance critique, c'est une autre modélisation où on évalue la puissance que tu peux tenir théoriquement infiniment, sans parler de substrat énergétique et de rendement musculaire, sans parler de rendement musculaire. C'est-à-dire que théoriquement, ton organisme, à ce niveau-là, il peut produire la même quantité d'énergie de façon autonome, et tu vois, c'est formidable. Et on dit, en fait, c'est la même chose. C'est parce que c'est au moment où tu produis l'acide lactique. Alors, c'est juste un peu... Ça serait idéal, en fait, de pouvoir savoir sur une sortie, en te disant, si je me mets à tel watt ou à telle vitesse, je suis capable de la tenir tu vois, sur 1 heure, sur 2 heures, sur 3 heures, sur 6 heures. Tu vois, et donc forcément la vitesse est différente parce que tu vas faire 1 heure, tu vas peut-être être capable de tenir 40 à l'heure sur 1 heure, mais si tu pars 6 heures, ça serait idéal de te dire si tu te mets à tant de watts, tu peux tenir 6 heures. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Magnifique. En fait, parce que c'est par cette évaluation
Alors FTP est très utilisé parce que c'est le fondateur de Training Peaks qui l'a inventé, la notion qui est utilisée dans Training Peaks et dans le monde du triathlon, parce que c'est un outil, enfin c'est un logiciel qui est utilisé dans le triathlon. Mais c'est exactement ce qui se passe pour préparer quelqu'un sur l'Ironman. Cette notion, elle est indispensable parce que tu sais que c'est à cette puissance-là qu'il va pouvoir produire de l'énergie sans contrainte. Tu vois. Si tu améliores le rendement musculaire au maximum, tu comprends, tu peux aller loin. Tu vois. Et les meilleurs triathlètes, ils sont capables de tenir sur 4 heures 95% de leur FTP. Voilà. Et les meilleurs grimpeurs, ils sont capables de tenir 100% de la FTP sur plus d'une heure. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, cette FTP, ce seuil fonctionnel de puissance, pardon, est l'équivalent donc la puissance critique. Et par rapport à la PMA qu'on a parlé la dernière fois, la PMA elle te donne ta capacité à utiliser l'oxygène, d'accord ? Mais ça te donne pas le moment où tu l'utilises le mieux. Voilà. Très intéressant. En tout cas, tu fais bien de préciser tout ça. Mais est-ce que quand on parle cyclisme, on parle puissance ? Est-ce que la puissance est un facteur ou un indicateur de performance en cyclisme ? Est-ce que c'est le seuil fonctionnel de puissance, un élément je ne sais pas si on peut dire comparatif, mais est-ce que c'est vraiment un facteur de performance ? De l'endurance. De l'endurance. Tes capacités d'endurance sont évaluées par ta VO2 max. Et le facteur numéro 1 de performance, c'est ce fameux seuil. Ok. C'est dans le vélo, dans la course à pied, dans la natation, dans tous les sports d'endurance, c'est pareil. Et la PMA, est-ce que tu peux nous parler de la... La PMA, comme j'ai expliqué, c'est ta capacité à tenir une puissance au maximum de l'utilisation de l'oxygène. Voilà. Donc dit autrement, c'est le moment où tu utilises une quantité d'oxygène définie à un instant T et avec le maximum de puissance. Généralement, c'est un effort que tu peux reproduire entre 3 minutes et 6 minutes pour les communs des mortels, voire 10-12 pour en course à pied, c'est commun, c'est chez les athlètes de très très haut niveau. Et est-ce que tu pourrais, Loïc, nous donner la définition de la puissance ? Parce que le thème de cet épisode, c'est justement comment optimiser sa puissance. Donc c'était très intéressant qu'en introduction, on fasse bien la différence et on précise FTP, puissance. Mais la puissance, c'est quoi ? Quand on dit qu'un cycliste est puissant, en gros, c'est sa capacité à développer de la force et de la fréquence. Voilà. Donc c'est force fois la cadence. Ce qui veut dire que pour optimiser sa puissance, qui est le thème de l'épisode, il faut travailler sa force et sa vélocité et sa cadence. Donc, on revient toujours au point de départ. Et justement, de façon progressive. Et de façon progressive et répétée. Exactement. Pour justement obtenir des résultats dans la durée. Alors, quels sont les conseils que tu peux donner sur des solutions pour optimiser sa force et ensuite pour optimiser sa cadence, gagner en cadence ? Là, on parle de développer la puissance. Hein. Donc, on l'aspect technique qu'on a vu les dernières fois. Maintenant, on va parler de développer les aspects techniques dans la puissance. Donc, pour ça, il faut toujours évaluer ses seuils, son seuil. D'accord ? C'est ce qu'il faut toujours faire. Donc, il faut pouvoir répéter les tests de façon régulière. Parce que tout ça évolue dans le temps, en moins, en plus. Et quand tu dis régulier, Loïc, c'est... Par cycle d'entraînement. Ah, ok, d'accord. Alors, beaucoup font 3 semaines, 1 semaine. Ouais, ça, c'est complètement empirique. Mais ça reste, hein, tu sais. Et beaucoup d'entraîneurs travaillent comme ça. Mais il faut essayer. Alors, c'est très long et fastidieux. Et tout seul, c'est pratiquement impossible parce qu'il faut être accompagné. Mais l'idéal, quand même, c'est de comprendre comment fonctionne son propre organisme. Et il est très influencé par l'environnement, tout ce qui est à l'extérieur. Ouais. Donc, des fois, tu veux faire 2-1 et puis des fois, tu vas faire 6-1. Est-ce qui veut dire que ce test-là, tu le fais en tout début ou tu le fais en fin de cycle? Alors, tu fais toujours au début. Toujours au début. Et au début d'un autre cycle. Toujours au début, c'est le mieux. Ce qui te permet de caler tes zones. Exactement. Voilà. Et après une phase de régénération. Peut-être que tu l'as dit, mais quel est cet exercice à faire? Alors, il y a différentes façons. Alors, pour la FTP, pour le seuil fonctionnel de puissance, il y a 5 méthodes qui existent. Il y a 2 méthodes qui sont vraiment consacrées qu'aux entraîneurs, puisque c'est aux data scientists.
J'adore être data scientist. Oui, je me doute. Je sais pourquoi tu le dis volontairement, mais voilà, j'adorerais. C'est peut-être dans une autre vie, hein, mais en même temps, il me faudrait 3 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais data scientist, je trouve ça passionnant, très clairement. Donc, tu as là une méthode où tu utilises la distribution de la puissance en fonction du temps. Donc, c'est des graphiques à colonnes en pyramide. Voilà, donc là, tu peux évaluer. Tu as une méthode où tu vas superposer plusieurs séances de même durée avec à peu près la même moyenne de puissance élevée et de prendre les moments les plus stables pour faire une moyenne. Bon, ça, c'est vraiment de l'analyse data pure. Et après, il y a 3 niveaux où ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une méthode qui est peu utilisée et pourtant qui est très, très fiable. C'est que vous faites une course de vélo qui dure entre 1 heure et 1 heure et 1h30 et vous prenez pas la puissance moyenne, mais la puissance normalisée. Tu sais ce que c'est la puissance normalisée? Non, tu vas me le dire. La puissance normalisée, ou NP dans les compteurs, c'est la puissance. Alors, ce que je vais dire est très vulgarisant, vous savez, et je sais que les experts vont me reprendre, mais c'est volontaire pour que tout le monde comprenne. C'est la puissance que tu développes dans l'effort sans les périodes de temps mort. Je prends un exemple. Quand tu parles de normaliser dans une course de côte, tu vas prendre les moments où tu peux faire la puissance et par contre, tu minimises les moments de descente. Tu comprends? Oui, tu développes beaucoup moins, tu vas beaucoup moins chercher la puissance. Exactement. Voilà, donc ça, et tu utilises donc cette puissance normalisée sur un effort d'1 heure et 1h30 et ça correspond à ta FTP. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y aurait plusieurs manières de calculer. Donc, alors, ça, c'est la première. Voilà. C'est que tout le monde peut faire. Donc le mieux, c'est d'en faire plusieurs et de faire une moyenne. Ouais, et là, on se rapproche Après, il y en a une qui est la plus fiable, c'est la fameuse contre-la-montre d'1 heure. Le problème, c'est que c'est très peu reproductible. Parce que faire un contre-la-montre d'1 heure, je ne sais pas si tu en as déjà fait un, 1 heure, c'est très long. J'ai déjà fait un record de l'heure, effectivement, 1 heure, c'est très long. Et surtout, il faut trouver le lieu. C'est-à-dire, alors après, tu vas certainement le dire, il y a possibilité de le faire sur Home Trainer aussi, mais si tu veux le faire en extérieur, il faut trouver un endroit où pendant 1 heure, tu sois capable de développer une puissance maximum, sans feu, sans carrefour, sans stop. Enfin, c'est presque un anneau, quoi. Donc, exactement. Et c'est pas reproductible. Reproductible, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire régulièrement parce que c'est mentalement très engageant. 1 heure, c'est très très long. Ouais, c'est 1 heure à bloc. Donc en fait, c'est utilisé chez les pros parce qu'eux, ils font des contre-la-montre. Donc on peut, quand ils font les contre-la-montre, utiliser ce moment-là pour l'évaluer. Mais bon, pour nous, c'est impossible. Et donc il y a le dernier façon de le tester, c'est le test de 20 minutes que tout le monde connaît, qui est proposé par TrainingPeaks, qui est proposé par Swift. Le plus accessible, voilà. quelque part. Donc en fait, ça consiste à faire un effort maximal, en faire un échauffement, puis faire un effort maximal sur 20 minutes, le plus lissé possible. Donc vaut mieux partir doucement et accélérer, ou le plus lissé si on se connaît, mais en tout cas pas partir vite et s'effondrer, parce que là on sous-évalue. C'est vrai qu'en fonction de la manière dont tu le fais, alors moi j'ai l'habitude je l'ai pratiqué ce test il y a quelques années en extérieur parce que j'étais en compétition et là très récemment maintenant je le fais plutôt sur Home Trainer et la particularité sur Home Trainer c'est que tu es quand même de la data qui t'informe en direct et tu vois ta FTP en direct si elle progresse ou si elle régresse et c'est là que tu vois que la force du mental est importante parce que tu ne veux pas descendre et tu te trouves des ressources pour maintenir ta FTP, voire l'augmenter alors que tu pensais être à bloc très clairement. Donc il y a un vrai impact d'avoir l'information en direct. Oui, en plus ce test-là, il nécessite quand même des compétences techniques importantes parce que si tu fais ta FTP à 60 RPM, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de durer? Ben non, c'est pas possible. Ton rendement musculaire, il sera pas bon. Voilà. Donc oui, il faut absolument avoir une technique cadence nécessaire et la meilleure cadence, c'est autour des 90. Alors, on parlera après dans l'épisode effectivement du fameux coup de pédale. On en a parlé chez les grimpeurs, on va en parler aussi sur gagner en puissance. Le coup de pédale est très très important. Exactement. Donc tu fais ton test de 20 minutes, tu prends la puissance moyenne et tu multiplies par 0,95. Et ça va te donner ta FTP. Donc ta puissance au niveau du seuil lactique. Aujourd'hui, au haut niveau, et certains ont dû voir, on utilise directement une mesure. On mesure le taux de lactate directement dans le sang pendant l'effort. Ce qui va donner avec précision au watt près
le niveau de seuil lactique correspondant à la puissance. Ce que tu donnes comme information, Loïc, me fait penser au dernier UTMB où on voit effectivement que Liliane Jornet, on mesure son taux de lactate pour une expérience, une expérience ou une étude scientifique. Mais est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce que le cycliste ait cette mesure ça existe déjà. en live, c'est-à-dire, Alors, quand je dis en live, c'est-à-dire, ouais. tu vois, pendant la course, je sais pas, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça soit pris pendant un effort pour justement changer de stratégie ou réduire ou avoir la possibilité d'accentuer cet effort? Cette technique, cette méthode existe depuis très longtemps, puisque ceux qui faisaient tu as dû connaître les tests d'effort en laboratoire où tu avais quelqu'un qui te piquait ton doigt. Bien sûr. Ça existe depuis longtemps. Pourquoi ça s'est développé que maintenant? C'est qu'en fait, c'est très opérateur dépendant. C'est-à-dire que les matériaux d'analyse qui étaient utilisés nécessitaient une manipulation très précise. Et donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, les matériaux sont améliorés et on a minimisé cet effet-là, même s'il persiste. Enfin, on l'a minimisé. Et en fait, on peut le faire avec quelqu'un d'extérieur, mais en direct, c'est pas possible. Tu vois. Aujourd'hui, la technologie ne le permet pas. C'est pas comme le capteur de glycémie. Oui, ça c'est très très intéressant, parce que le capteur de glycémie, effectivement, on fait une petite parenthèse, mais aujourd'hui, les professionnels n'ont pas l'autorisation de l'avoir pendant les compétitions. Mais par contre, pour l'avoir testé et le porter régulièrement, c'est une information qui change tout ton entraînement ou ta compétition ou ton voyage à vélo ou ton épreuve longue distance, parce que tu sais à l'instant T comment ton corps en fait se comporte avec le sucre. Et c'est parce que tu veux optimiser le rendement de la production d'énergie. Et comme je l'ai dit, l'énergie, c'est l'oxygène, c'est le substrat et les lactates. Tout à fait. Donc, en connaissant tes seuils lactiques à l'instant présent, tu sais que tu dois manger pour optimiser en fonction de ta glycémie. Et voilà, on arrive à une époque où en fait, on laisse plus de hasard à rien en fait. Voilà. Oui, c'est très. Aujourd'hui, tu peux. Tu pourrais faire toute une saison juste sur des datas, en tout cas en mettant de côté le ressenti. Mais après, mentalement, c'est exigeant. Ouais, c'est exigeant. Mentalement, c'est exigeant. Et surtout, il faut avoir confiance. Et surtout, il faut avoir confiance et bien avoir calibré, très clairement. Et par contre, tu voulais nous partager tout à l'heure les fameuses zones, c'est ça? Alors voilà, pour que les auditeurs puissent utiliser un peu et comprendre. Donc, le thème, c'était comment augmenter sa force. Voilà, comment développer sa force. Sa puissance. Oui, sa puissance. Sa puissance avec la force et la vélocité. Donc, on a parlé de l'aspect technique. Maintenant, développer la FTP, on fait des tests, on connaît ces zones. Donc, les zones, ils sont au l'ordre de 7. Comme j'ai expliqué, moi j'utilise ce modèle-là, le modèle de Grappe, qui lui utilise la PMA, mais pour le coup, on peut utiliser aussi ce modèle avec la FTP. Donc les zones sont au nombre de 7. Ce qui est important pour développer cette puissance, et donc le facteur numéro 1 de la performance, c'est de travailler sur et vous avez dû le lire, sur ce qu'on appelle le SST. C'est Sweet Spot Training. C'est ça? Très certainement. Très certainement. Comme ça. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Mais... C'est en fait ce moment précis où tu vas commencer à créer des lactates et que tu vas essayer de repousser dans le temps le plus possible. Et tout ça associé à une alimentation adaptée. Donc comment on fait pour faire tout ça? Mais tu vas nous dire tout ça, Loïc. Donc c'est les fameuses séances de seuil. Donc à pied, c'est très connu ces séances-là, mais en vélo, peut-être un peu moins. Donc vous avez différentes façons de procéder. La première façon, c'est d'améliorer le rendement des mitochondries. Donc le rendement des usines à produire l'énergie. Donc là, vous allez travailler sur des efforts assez longs par rapport au développement de la PMA ou sur des efforts courts. Donc là, on va travailler sur des efforts assez longs à hauteur de 97-105% de la FTP. Donc ça, c'est vraiment la partie
c'est la précision qu'il faut avoir. C'est même, je crois que c'est même entre 91 et 98% de la FTP. Donc là, en fait, vous allez travailler sur des blocs, par exemple, de 5 minutes. Et la progressivité ferait que vous allez allonger avec un repos plus ou moins actif, plus ou moins intense, plutôt le bon mot, et que vous allez répéter sur différents blocs qui vont donner un ensemble d'exercices qui dure à peu près 1 heure. Donc, ce qui est généralement bien, c'est de faire des blocs de 15 minutes avec 5 minutes de récup 3 fois. Voilà. Au début, on fait qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Et que tu mets dans une sortie, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai lu dernièrement un article qui disait qu'il valait mieux faire tous les jours un exercice court que des exercices beaucoup plus longs dans la semaine. C'est-à-dire que quand tu parles de cet exercice l'exercice purement fait 1 heure, est-ce que tu l'englobes dans une sortie de 2 heures ou de 3 heures, ou est-ce que tu fais que ça quand tu fais cet exercice ? Je fais que ça. Tu fais que ça, ok. Pourquoi ? Parce que ça te permet de mieux quantifier la charge. Ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Hein. Ah oui, c'est évident. C'est fini. Hein, peut-être il y a 20 ans, ils faisaient 30 000 ou 35 000 km par an. Maintenant, on n'est plus à compter les kilomètres. Hein. Il y a des pros qui font 25 000 et avec un Tour de France, enfin avec un grand tour. On optimise le temps aussi la qualité, et on donne plus de temps de récupération pour assimiler. C'est très important. Donc tu vois, ça c'est la stratégie. Et après, tu as une deuxième stratégie, c'est d'augmenter le nombre de mitochondries. Et là, c'est en fait un mixte entre ce travail au seuil avec un travail de PMA. Tu vois. Et là, tu peux travailler comme ça et augmenter le nombre d'usines à produire de l'énergie. Et il faut faire l'un et l'autre, tu vois. Voilà, c'est important. Et quel conseil tu pourrais donner pour sa cadence ? Parce que la cadence, on l'a compris à travers les différents épisodes que l'on a déjà enregistrés, que vous avez certainement eu l'occasion d'écouter. La cadence chez le cycliste, c'est un élément déterminant, mais ça se travaille. La cadence se travaille. Parfois, ce n'est pas inné d'avoir ce qu'on appelle un bon coup de pédale. Quel exercice tu préconises pour optimiser sa cadence ? Alors, vous avez fait vos exercices de cadence technique. Et il est indispensable, quand vous faites des séances au seuil, de mettre de la cadence. Parce que la puissance, c'est avant tout de la cadence. La force que vous développez, elle vous permet d'être plus endurant, c'est-à-dire de répéter plus longtemps ce type d'effort. Mais en aucun cas, elle vous permet d'être performant sur un effort aussi court. Vous serez beaucoup plus efficace en augmentant sa cadence. Donc quand vous avez maîtrisé la technique, c'est là où ça devient un niveau important, c'est que quand vous faites des exercices, il faut mettre de la cadence. Donc sur l'exercice, comme j'ai dit, où vous faites des blocs de 5 minutes, il est indispensable de mettre de la cadence, et généralement entre 90 et 110 tours minutes, voire plus. Un poursuiteur qui va travailler sur des blocs de 2 minutes, 3 minutes, lui, il est capable de mettre 110 à 120. Et un sprinter, donc je te pose un sprinter, c'est-à-dire est-ce que des sprints très courts peuvent être une manière de travailler sa cadence ? Parce que quand tu fais un sprint, tu as rarement vu un sprinter qui est à 40 tours par minute, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont généralement à une cadence très 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 élevée. Ça va te permettre de développer ta cadence, mais dans les efforts anaérobie lactique. Donc ça ne va pas te permettre d'améliorer ta puissance générale, globale. Okay. Tu as juste ta puissance maximale. Je te posais cette question puisqu'on mettra une infographie sur optimiser son coup de pédale dans l'article de cet épisode, mais un sprinter qui est considéré comme des personnes très puissantes avec beaucoup de force justement, mais une cadence aussi très, très élevée, si on regarde leur coup de pédale, ils ne font pas que pousser. Il y a une souplesse de la cheville qui est très très importante. Et ça, peut-être que le sprint pourrait permettre en tout cas de le travailler, ou si vous ne l'avez jamais fait, essayez de vous concentrer tout en sprintant sur la manière dont vous pédalez en fait, de votre coup de pédale pendant un sprint, parce que le coup de pédale, c'est pas juste pousser, on en parle beaucoup, mais c'est une vraie science, et si vous vous concentrez sur votre coup de pédale, que ce soit en grimpant, on a fait un épisode de ce sujet, on travaille la puissance, même dans un sprint, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Est-ce que tu as une astuce ou un conseil, Loïc, pour optimiser son coup de pédale de manière à être plus véloce et gagner en puissance ? Ça serait quoi ? Alors, comme tu dis, le coup de pédale du sprinter, pour revenir dessus, c'est déjà il y a 2 phases dans le sprint. Il y a le démarrage
et puis maintien de la puissance maximum. Exactement. Donc c'est 2 techniques différentes. Et en plus, il faut être hyper aérodynamique. Donc il faut avoir une position. C'était une de mes questions qui allait venir. Parce que quand tu parles de démarrage, je pense très clairement aux gens qui font de la piste. Exactement. Où tu les vois lancer leur corps à l'avant du vélo pour entraîner déjà un premier coup de pédale, première pédale qui va descendre vers le sol. Et après, effectivement, ils ont une phase de lancement qui est très très importante, mais une fois qu'ils sont lancés, il faut pouvoir le maintenir le plus longtemps possible. Ça se travaille. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Il y a des gens qui sont que démarreurs d'ailleurs sur la vitesse. Exactement. Mais on peut faire le parallèle avec des épreuves sur route ou dans une relance. Où il y a quand même à un moment donné, il faut que tu mettes plus de watts faut que tu mettes plus de watts sur le vélo pour avancer un peu plus vite ou relancer. Et la position est importante. Donc, les watts que tu produis pour qu'ils soient le plus efficaces, c'est une question d'aérodynamisme. Oui, parce que il faut que c'est-à-dire que ce que tu mets doit te permettre d'avancer au maximum. Donc, et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, je crois, ou celui d'avant, mais je vous laisse écouter les deux, comme ça vous aurez toutes les chances de l'entendre. Mais tu parlais de l'impact des pneus sur la répercussion, en fait, voilà, le rendement et l'impact que pouvait avoir un coup de pédale sur la route. Et c'était super intéressant. Et moi, j'ai un exemple à te donner. Alors, je ne sais pas si c'est une technique que tu utilises ou que tu préconises à tes coachés, mais il y a quelques années de cela, lors d'un stage en Italie, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais j'ai vu devant moi un cycliste italien qui avait un pédalier, quand tu le regardais, totalement classique. Mais au final, c'est comme si, à souhait, il y a un des deux côtés qui pouvait se déclipser. Et donc, en fait, pendant 10 minutes, parce que je lui ai posé la question, c'était son exercice, en fait. Pendant 10 minutes, il ne pédalait que de la jambe droite. Il reclipsait sa manivelle à droite et ensuite, il ne pédalait que de la jambe gauche. Et alors ça, moi, j'ai essayé de le faire, mais en déclipsant vraiment ma jambe et en laissant pendre ma jambe. Mais j'ai trouvé que c'était un exercice qui était hyper intéressant pour... déjà, tu vas te rendre compte que tu n'as pas la même puissance dans les deux jambes et que tu en as une qui est soit plus forte, soit plus faible. Tout dépend comment tu vois la chose. Mais il y a forcément une jambe où tu vas être en difficulté, soit dans le remonté, soit dans le tiré, et l'autre tu vas être très à l'aise et tu vas te rendre compte qu'en fait tu es peut-être à 60-40 en fait, dans la puissance de tes jambes, mais par contre c'est très intéressant pour en tout cas rééquilibrer la puissance dans tes deux jambes. Est-ce que c'est un exercice que tu connais? Est-ce que tu le préconises à tes coachés? Alors moi j'utilise un protocole que j'ai créé qui consiste à rééquilibrer. Donc je ne l'ai jamais utilisé pour améliorer la technique, mais toujours dans un but de rééquilibrer, tu vois. C'est vraiment là dans un but de vraiment améliorer la puissance et pas la technique, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas la vélocité, tu dois t'en servir pour améliorer ta puissance, mais c'est pas le travail de vélocité qui va t'améliorer la puissance. Tu vois la différence? Ouais, je comprends. Donc moi, j'utilise vraiment quand il y a un gros déficit droite-gauche. Donc là, truc classique, le mieux c'est faire sur home trainer, on s'embête pas, avec ou pas de l'inclinaison de la roue avant, en fonction de l'angle qu'on veut donner et du groupe musculaire qu'on veut travailler. Et donc dans ce protocole, en fait, je vais quand même travailler à des intensités sous max, mais quand même élevées, donc au niveau des zones 2 haut, tu vois. Donc ce qui correspond quand même à des efforts max sur 2 heures, tu vois, à peu près. Donc c'est quand même t'appuies, quoi. C'est pas... Et oui, la personne va se concentrer, pas forcément sur la puissance, mais sur un pourcentage d'appui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il peut travailler qu'une jambe, donc là on va travailler sur la puissance, mais avec les deux jambes, mais par contre, je vais lui demander d'être à 70-30, et inversement, et travailler comme ça. Donc en plus, il va corticaliser la différence droite-gauche, parce qu'en fait, on en a parlé une fois de la corticalisation, mais c'est un problème. Et puis, s'il y a des coureurs qui vont m'entendre, ils vont aimer aussi. La corticalisation, c'est un problème qu'on retrouve très couramment chez le coureur à pied, chez la blessure du coureur à pied. C'est la corticalisation des muscles intrinsèques du pied, des petits muscles du pied, qui ont une source de blessure énorme, ou en tout cas de mauvais rendement économique de la course, qui est la source la principale. Alors, de façon imagée et très simple, c'est vous êtes chez vous, vous essayez de relever le gros orteil sans relever les autres orteils.
toi c'est un des muscles, et ben, il y a 900 personnes sur 10 qui n'y arrivent pas. Et ben, la corticalisation en vélo, elle intervient aussi, et notamment sur certains muscles qui ne vont pas être utilisés de façon symétrique. Et donc cet exercice de pouvoir travailler sur l'équilibre, se concentrer sur des déséquilibres en fait exagérés, permet d'améliorer cette corticalisation. D'ailleurs, j'ai eu écho que certains professionnels dans les contre-la-montre travaillaient un petit peu sur, par exemple, je vais faire des raccourcis, mais 3 coups de pédale uniquement sur la jambe droite, et puis ensuite 3 coups de pédale uniquement sur la jambe gauche. Alors c'est pas, je ne fais que pousser, hein, mais 3 coups de pédale complets. Pousser, tirer, remonter, voilà. Alors, est-ce que tu as déjà entendu cette technique ou, et en fait, l'effet, avant que tu répondes, mais l'effet, c'est que tu économises quand même tes groupes musculaires et que en fait, tu n'es que dans l'inertie. Parce que quand tu reprends ton coup de pédale après 3 gros coups de pédale, c'est un peu plus simple de l'entraîner et la vitesse est plus importante. C'est-à-dire qu'ils font ça pendant le contre-la-montre ? Voilà, ou à l'entraînement. Après, ça peut être à l'entraînement, mais en tout cas, c'est une technique qu'utilisent les cyclistes qui veulent gagner en vitesse. D'accord, ok, je ne connaissais pas. Voilà, je t'ai appris quelque chose avec. Je ne connaissais pas. Non, mais voilà, je voulais échanger avec toi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui effectivement se pratique pour travailler l'équilibre des groupes musculaires tout en gagnant de la vitesse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder sur ce sujet d'optimiser sa puissance, Loïc, ou est-ce qu'on a fait le tour et tu avais peut-être quelques derniers conseils ? Oui, parce que je voudrais... on a parlé de la fréquence cardiaque et je vous ai dit que c'était limitant, mais dans le cas de la FTP, c'est quelque chose de pertinent. Voilà. Donc toujours à associer avec le ressenti, mais on peut très bien utiliser non pas la puissance si on n'a pas de capteur, mais la fréquence cardiaque pour déterminer ce fameux seuil lactique. La marge d'erreur est pas très importante par rapport à la PMA. Où là, déterminer la PMA par rapport à la fréquence cardiaque, c'est très limite. Là, vous pouvez utiliser la fréquence cardiaque qu'il faudra rapporter dans un contexte stable. C'est-à-dire, si je l'ai fait le soir, il faudra que je refasse le test le soir, en ayant dormi à peu près en même temps. Et si j'ai pris un café, je reprends un café. Si je n'ai pas pris de café, je ne prends pas de café. En gros, pour minimiser les facteurs extérieurs. Ce qui permet, parce que tout le monde n'a pas un capteur de puissance, de pouvoir utiliser cette méthode. Il suffit d'aller regarder après sur Internet. Ça s'appelle LTHR. Et vous avez les différentes zones d'entraînement. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Mais quand on parle puissance, moi j'ai des mots alimentation qui me viennent en tête. Quand on parle puissance, j'ai le mot protéine qui me vient en tête, puisque la protéine va réparer en fait le muscle quand tu vas faire un gros effort, et quand tu veux travailler ta puissance, pour moi, tu forces, c'est-à-dire que tu appuies, tu déchires tes fibres musculaires. Et pareil, sur ça, je sais que tu es plutôt pointu sur tout ce qui est alimentation, et tu encadres aussi certains sportifs sur ça. Donc, est-ce qu'il y a une alimentation type pour t'accompagner, t'aider à gagner en puissance et aussi à bien récupérer après ses sorties ? J'ai posé la bonne question. Oui, non, c'est très bien. Mais puissance, toi, tu le mets à muscle, alors que c'est la force, tu vois, qui est liée à la muscle. Et c'est pas la puissance en soi. Donc, le substrat numéro 1 pour développer une puissance importante dans un temps plus ou moins long, c'est les glucides. Donc, ce que je disais, l'apport entre 60 et 80 grammes par heure pour un effort proche du seuil lactique, c'est à peu près ce qui est scientifiquement recommandé. Alors, moi, glucides, je l'associe à sucre. Oui, c'est ça. Mais sucre, c'est pas le sucre qu'on met dans le café. Mais sucre, c'est gel. Ouais, mais alors non, moi je suis pas forcément pour gel. Parce que les gels, on rajoute des additifs dedans. Qui sont en termes de pic glycémique, en termes de... Donc, boissons énergétiques. Okay. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord, pour optimiser la performance dans ces durées-là. Après, par contre, tu as la notion de rendement musculaire, le fatigue musculaire, et donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la récupération. Et c'est là où il est important d'apporter des protéines. Là, il y a un dernier article qui est sorti. Il n'y a pas une quantité optimale. C'est plutôt un timing. Il est important de prendre les protéines après l'effort. D'accord ? Pas à plusieurs heures, juste après, pour apporter une quantité de protéines, généralement de 30 grammes. D'ailleurs, l'étude que je fais référence, ils avaient fait essayer 30, 60 et 80, et en fait, les bénéfices étaient les mêmes. 30 grammes, donc généralement, on utilise la whey protéine, donc la protéine de lait, l'isolat de lait, de protéines, l'isolat de whey, qui est
qui est plutôt bien assimilable par nos organismes, même s'il y a des fois ça ne marche pas très bien. On peut utiliser alors des protéines végétales. Voilà. Mais, je serais plus sur ça, mais... mais c'est plus efficace la whey. Enfin, aujourd'hui, on sait que c'est plus efficace. C'est pour ça que j'en parle. Pourquoi ? Parce que le panel d'acides aminés, les acides aminés, c'est ce qui compose une protéine, est plus important dans la whey que dans certaines protéines végétales. Bon, même s'il y en a certaines où on peut tout retrouver, notamment dans le chanvre, qui n'est pas que à fumer. Donc voilà, on apporte cette protéine, enfin, cet apport de protéines doit se faire juste après l'effort pour régénérer les fibres musculaires. Voilà, et ça, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, l'optimisation de la puissance, elle est forcément aussi liée à la récupération. Ah oui, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que c'est bien, tu veux travailler. On a abordé différents thèmes depuis le début de la saison dans la tête d'un cycliste, et plus particulièrement la capsule parole de coach. Mais si, dans l'ensemble de tout ça, il n'y a pas une alimentation, une hygiène de vie qui est bonne, juste bonne en fait, pas extraordinaire, mais qui est juste bonne, ben ça va permettre de mieux accompagner la progression. C'est ça, c'est pareil, contrôler l'équilibre acido-basique de son corps, c'est primordial. Le faire du sport, c'est acidifiant. Si en plus vous apportez une alimentation acidifiante, ben votre corps il va rentrer dans une homéostasie. Enfin, il va pas rester dans l'homéostasie. Il va essayer de rééquilibrer les choses. Voilà, il va essayer de retrouver un état de homéostasie. Et c'est là où on se retrouve à des problèmes parce qu'en fait, il va utiliser des processus qui sont délétères pour la performance. Donc, il est primordial d'avoir une hygiène de vie. Alors, ça veut pas dire d'être un moine. Tu vois. Non, mais juste. Mais c'est-à-dire que le faire intelligemment. Choisir ses aliments, faire sa cuisine. Si j'ai fait une course où où j'ai mis beaucoup d'intensité, où je finis démoli musculairement, c'est pas le moment d'aller boire 3 whisky, tu vois. Si j'ai fait une grosse charge d'entraînement, c'est pas le moment d'aller manger de la viande rouge pour acidifier son corps, tu vois. Ou alors je le fais, mais en complément de choses qui font que je vais minimiser cet apport-là. Bon, après, là, c'est vraiment spécialisé et puis c'est individuel, mais il faut vraiment avoir cet état d'esprit où, si je veux performer, l'alimentation, c'est ce qu'on appelle la 3e médecine. Tout à fait. Je vous invite à écouter notamment la saison 1 dans La tête d'un cycliste ou la capsule santé avec Camille Pic. On parle beaucoup d'alimentation, d'acidité dans le corps, de comment bien récupérer. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans la bibliothèque du podcast Dans la tête d'un cycliste. Vous allez y retrouver certainement des conseils et astuces sur l'acidité au niveau du corps. Un grand merci Loïc pour cet épisode consacré autour de l'optimisation de la puissance. J'ai été ravi d'enregistrer cet épisode avec toi. Et écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.